bonjour à toutes et à toutes. Et je remercie également les organisateurs de m'avoir réservé ce créneau digestif. Donc je pense que vous allez pouvoir vous assoupir et je pourrai dire toutes les bêtises que je voudrais comme ça. Donc on m'a demandé de vous parler de l'adaptation de l'encépagement à l'avenir en le raisonnant par rapport au changement climatique. Donc vous avez déjà vu pas mal de données là-dessus. De toute façon, je n'aurai pas le temps de convaincre ceux qui n'y croient pas ou celles qui n'y croient pas aujourd'hui. Donc simplement pour vous rappeler que vraisemblablement on aura du mal au niveau de la planète à tenir la barre des plus 2% d'ici une cinquantaine d'années et qu'on va se situer vraisemblablement sur une augmentation de plus de 2,5 si on continue avec les conditions actuelles, donc comme augmentation au niveau de la planète. En ce qui concerne la France, rapidement, si vous voulez trouver des chiffres, il y a le site de Météo France qui développe pas mal d'informations à ce niveau-là. Et donc on peut constater que ces 20 ou 30 dernières années, donc la moyenne nationale est en général supérieure à la moyenne des années 1960-1990, ce qui dénote de cette augmentation de la température moyenne annuelle qui peut varier. Vous voyez qu'il y a des irrégularités d'un millésime à l'autre, mais ça peut varier entre 0,5 à plus presque 2 degrés selon les années. Donc ceci est confirmé par l'application de ce modèle dit Aladin, que l'on peut trouver sur le site de DRIAS Climat, qui est géré par le gouvernement, et où on voit nettement donc une augmentation de la température, aussi bien si on se situe dans un horizon proche que dans un horizon moyen, c'est-à-dire dans les 30 prochaines années ou dans la seconde moitié du XXIe siècle. Donc une augmentation de la température moyenne à peu près partout en France, qui peut varier de plus 1 à plus 2 degrés Celsius. Concernant les précipitations, les modèles et les évolutions prévues sont moins nettes et dans pas mal de parties, finalement, on va sans doute conserver à peu près le même niveau de précipitation moyenne annuelle, mais ce qui va beaucoup changer, en fait, c'est la répartition de ces précipitations et de leur utilité. Vous avez là présenté une publication qu'avait réalisée notre regretté Éric Lebon, et avec son collègue de l'INRA d'Avignon, Garcia de Cortázar Atori, qui montre dans la région du Biterrois et de la plaine de l'Aude, ici, donc en utilisant donc un scénario moyen, donc une nette augmentation de la période de déficit hydrique pendant l'été, donc dans les 3 régions étudiées du vignoble du Languedoc, et ces augmentations de la durée de déficit hydrique pouvant varier entre plus 20 jours à presque plus de 70 jours. Donc même si on va conserver, s'il semble qu'on puisse conserver à peu près le même niveau moyen de précipitations annuelles, en revanche, on va avoir un déficit hydrique nettement plus important. Donc finalement, concernant la vigne et le changement et l'adaptation de l'encépagement, quels critères on va prendre en considération? Donc bien entendu, les températures qui peuvent être appréciées à travers les moyennes journalières, mensuelles, annuelles, et également aussi les minimales et les maximales qui sont importantes à prendre en considération. La disponibilité en eau. En n'oublions pas que donc on peut y avoir des problèmes de sécheresse, comme effectivement l'année qui vient de se terminer, mais également avec des épisodes ou des périodes avec des excès d'eau, et que donc des problèmes d'inondation vont pouvoir aussi survenir dans un certain nombre de cas et de vignobles et de parcelles. L'augmentation de la fréquence des orages avec les problèmes de grêle, on en a parlé, on en a vu malheureusement récemment ces dernières années, notamment dans la région de Montpellier. Et en ce qui concerne les vents, donc beaucoup plus d'irrégularités avec des conséquences sur la vigne en termes physiques, mécaniques, mais aussi avec des conséquences sur l'évapotranspiration, puisque certains vents secs vont augmenter cette évapotranspiration et donc accroître les risques de déficit hydrique. Comme ça a été déjà dit, notamment par Jacques ce matin, donc tout le monde s'accorde à dire que l'instabilité du climat va aller en s'accroissant
d'ici les 30 prochaines années, et que donc la notion de millésime va être finalement plus importante que par le passé. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire des problèmes d'irrégularité, et ces irrégularités vont se traduire en termes de niveau de production, mais aussi instabilité des prix, ce qui va pouvoir poser des problèmes sur la stabilité de la filière en général. Donc un petit peu plus dans le détail, donc si on analyse facteur climatique par facteur climatique, tout d'abord, donc la température va avoir des conséquences sur le cycle phénologique de la vigne. Et à ce niveau-là, donc on a souvent considéré qu'on allait avoir un raccourcissement des durées de cycle. Certes, c'est sans doute le cas, mais néanmoins, même avec des conditions les plus optimales possibles, la vigne, pour réaliser son développement et son cycle, nécessite un certain nombre de temps, d'heures et de jours. Donc certes, il va y avoir un certain raccourcissement de la durée de cycle, mais le plus important, ça va être un avancement des différents stades phénologiques. Et là, on peut signaler 3 études qui ont été faites à une quinzaine d'années d'intervalle, que ce soit par Bois, Lebon et plus récemment Sgubin, qui est un étudiant étranger. Donc ces trois études et ces 3 modèles en fait, sont relativement cohérents. Et vous voyez qu'avec une prévision d'augmentation des températures moyennes de plus 1 degré, Bois trouve un décalage du débourrement de 13 jours, Éric Lebon avec plus de degrés 18 jours, et la dernière étude avec un scénario beaucoup plus pessimiste, une augmentation de plus de 4 degrés, donc ça ne risque pas de se produire quand même très rapidement, un décalage des cycles du débourrement notamment, de 30 à 40 jours. Donc vous voyez une certaine cohérence de ces chiffres, et c'est donc quelque chose qui s'avère assez confirmé. Donc parallèlement, ou en continuité de ce décalage du débourrement, donc bien entendu un décalage des cycles des stades suivants, hein, floraison, véraison, maturité. En ce qui concerne la floraison et la nouaison, donc les conditions météo risquent d'être relativement plus favorables finalement que par le passé, et ça peut jouer un aspect positif notamment sur les problèmes de coulure ou de nouaison. Néanmoins, des excès véritablement importants de température peuvent finalement nuire à la germination des grains de pollen et à leur atterrissage sur le pistil. Concernant l'initiation florale et la fertilité, c'est un peu le même cas. Donc, des températures plus élevées vont finalement être sans doute plutôt favorables à une augmentation de l'initiation florale et de la fertilité des variétés. Au niveau de la maturation, je ne reviens pas, donc vous avez la problématique qui a bien été décrite par les différents intervenants ce matin, des problèmes de désynchronisation de la cinétique d'accumulation des sucres par rapport aux composés aromatiques ou aux composés phénoliques, par exemple. Toujours concernant les températures, les conséquences de température, de l'évolution des températures, donc les risques peuvent se situer à 3 niveaux, donc les gelées d'hiver. Et donc ce risque est rare, mais il ne semble pas qu'il diminue à l'avenir par rapport au changement climatique. Donc ce sont des épisodes rares, mais qui peuvent survenir, donc avec des destructions de plants à partir de moins 18 degrés pendant l'hiver. Les gelées de printemps, donc la plupart des modèles, il y a aussi un article récent là-dessus, tous les modèles ne sont pas tout à fait d'accord, mais la majorité des modèles tentent à avoir comme perspective donc une augmentation des risques de gelée de printemps qu'il faut séparer entre les gels de printemps précoces, des gels de printemps tardifs, et ce qui fait que les solutions que l'on peut apporter ne sont pas toujours les mêmes, notamment au niveau variétal. Donc on considère que le seuil à ce niveau-là se situe aux alentours de moins 2,5 degrés sur les jeunes organes. Et enfin, bien entendu, les excès de température pendant le cycle peuvent avoir des conséquences sur la destruction ou des dégâts sur les baies et sur les grappes avec des problèmes de grillage ou d'échaudage. Les deux termes peuvent être employés et sont synonymes, et qui peuvent survenir, alors c'est un peu variable selon le vent, etc., les conditions, à partir de plus 42 degrés Celsius.
Ce qu'il faut bien différencier, en fait, c'est plutôt les dégâts qui peuvent se produire au niveau du feuillage, et il faut essayer de distinguer les dégâts dus à des excès de température, donc grillage et chaudage, par rapport à des dégâts liés à des problèmes de stress hydrique. Et parfois, il y a confusion chez un certain nombre de personnes. Donc, j'en arrive naturellement donc, au problème de l'eau, avec les conséquences que vous connaissez, baisse de la vigueur, baisse des rendements, perte des feuilles. Et je souligne quand même qu'à l'inverse, donc du fait des problèmes d'inondation et dans certains cas ou dans certaines zones, on peut aussi avoir une augmentation donc, des problèmes d'asphyxie et d'hydromorphie, notamment si on a un excès de précipitations au printemps, ce qui peut gêner le développement de la vigne. Et dans certaines zones du littoral, notamment pas très loin d'ici, des problèmes d'augmentation de la salinité, qui sont des problèmes qui n'existaient pas ou peu auparavant et qui se développent. Concernant les maladies, les ravageurs, c'est un peu la boîte noire encore, donc on peut penser qu'il y a possibilité de recrudescence de maladies qui avaient quasiment disparu, ou bien arrivée et introduction de nouvelles maladies ou de nouveaux parasites. On peut parler de la maladie de Pierce ou des choses comme ça, si on veut se faire peur un petit peu. Enfin, donc, avec l'évolution de ce climat, les dégâts mécaniques sur la plante peuvent aller en augmentant, avec des dégâts de vent, donc des casses au printemps, des feuilles déchirées, ce qui diminue leur rendement photosynthétique et le transport des résultats de la photosynthèse. Et puis la grêle qui est très destructrice quand elle survient pendant la période végétative. Voilà, je voudrais terminer cette partie-là en disant que la plupart du temps, donc pour la région, enfin le bassin, je devrais dire plutôt Languedoc-Roussillon, c'est plutôt des contraintes qui vont aller en augmentant, mais dans certains cas, ça peut être aussi de nouvelles opportunités. Alors je vais vous parler juste après là, donc, du matériel végétal, avec les porte-greffes d'une part, les variétés et le choix des variétés et des clones. Mais ce que je veux dire, ce que je voudrais resituer, c'est que le matériel végétal, c'est un levier d'action, mais ce n'est pas le seul. C'est aussi la localisation du vignoble. Voilà, on a parlé de nomade ou pas, mais ça peut être du mini-nomadisme, ça peut se jouer à l'échelon local, avec des choix de sols différents, par exemple. Et évidemment, tous les itinéraires techniques, il faut reprendre les fondamentaux, comme on dit par ailleurs, pour essayer de mieux gérer donc la constitution des nouveaux vignobles par rapport à cet élément-là. Je voudrais également vous préciser que concernant le choix de l'encépagement et l'adaptation du vignoble en général, c'est effectivement lié au taux de renouvellement annuel du vignoble. Et pour le bassin Languedoc-Roussillon, si on prend un taux de renouvellement de l'ordre de 2 à 3 %, ce qui est déjà pas mal, ça signifie en gros 5 à 8 000 hectares par an. Hein. 5 minutes, Jean-Michel. Oh, ah oui, je suis désolé. Alors, donc, je vais me situer dans un horizon proche. Je vais y arriver, je pense. Je vais me situer dans un horizon proche. Je suis parti en retard quand même. Puisque, donc, au niveau climatique, on situe en général deux perspectives. Donc 2020-2050 et au-delà de 2050. Donc au-delà de 2050, on pourra utiliser des variétés, du matériel génétique qui n'existe pas encore aujourd'hui, mais dans la perspective d'un terme plus proche, donc on va être amené à utiliser du matériel végétal et des variétés et des clones qui existent déjà. Donc pour les porte-greffes, les critères qui vont être pris en considération, c'est l'adaptation par rapport à l'eau, en termes donc, notamment de stress hydrique, mais aussi de salinité. Mais le choix du porte-greffe peut aussi intervenir par rapport au greffon, en essayant de retarder le cycle phénologique du greffon, de limiter la teneur en sucre de la vendange et d'améliorer l'acidité. Donc à ce niveau-là, il y a 3 possibilités. Donc soit on réoriente les porte-greffes qui sont déjà disponibles en France, ou soit on essaie d'accélérer l'introduction et l'utilisation de variétés qui sont déjà développées dans des pays voisins ou plus lointains. Donc ici, donc vous avez la généalogie des 31 porte-greffes qui sont autorisés en France. Au départ, c'était en bleu, c'est devenu de l'orange. Donc, les bleus, c'est les porte-greffes qui seraient sans doute amenés à être moins utilisés dans l'avenir, tels que le riparia, les riparia rupestris, comme le 114 et le 3309.
Et j'avais mis en rouge les variétés qui seraient sans doute préférables de choisir pour l'implantation des nouveaux vignobles. Donc à ce niveau-là, il y a différentes catégories. Il y a bien entendu la famille des Rupestris berlandieri, qui sont déjà largement disponibles, tels que le 110 et le 140. Mais par exemple, le 1103 Paulsen, qui se situe qu'au 9e rang de multiplication des porte-greffes, mériterait à mon avis d'être davantage utilisé, donc davantage multiplié pour être disponible aux viticulteurs. Dans la famille des Vinifera berlandieri, le 41B reste un porte-greffe important, mais il a beaucoup diminué, et je pense qu'à l'avenir, il devrait se redévelopper, parce qu'à ma connaissance, c'est le seul porte-greffe qui permette de limiter la teneur en sucre de la vendange. Dans tous les essais dans lesquels il était mis en place, on note à chaque fois un titre alcoométrique probable nettement inférieur par rapport aux autres porte-greffes. Donc, de par sa génétique, il va limiter la teneur en sucre et en général, de fait, également améliorer l'acidité. Le 333 dit École de Montpellier est très peu développé et là aussi, c'est un porte-greffe très bien adapté au calcaire et vigoureux à la sécheresse. Des porte-greffes anciens qui étaient tombés en désuétude, comme le Rupestris, le 44-53, le 196-17, mériteraient sans doute également un certain renouveau, une certaine réutilisation à plus grande échelle. Enfin, pour les terrains salés, on est peu armé. On peut signaler en France le 16-16 qui est pratiquement indisponible, donc il faudrait sans doute envisager son développement. Au niveau des autres pays, si on prend les pays limitrophes tels que l'Italie et l'Espagne, il y a quelques porte-greffes qui leur sont spécifiques, mais qui peuvent, du fait du commerce européen, donc on peut s'approvisionner avec ces porte-greffes, en plan avec ces porte-greffes, notamment le 775 Paulsen ou le 13-5 Evex. Pour terminer, donc, je voudrais vous signaler qu'il y a un essai qui est mis en place par ma collègue Elisa Marguerite de Bordeaux Sciences Agro à Bordeaux avec 55 porte-greffes et 55 greffons pour permettre de mieux évaluer les aptitudes de ces variétés-là en relation avec la sécheresse notamment. Concernant les variétés greffons, donc un constat rapide, le Carignan diminue, donc il y a une soixantaine d'années, 43% du vignoble en Languedoc-Roussillon, aujourd'hui 15%. Et les 4 autres variétés, donc Syrah, Grenache, aux alentours de un peu plus de 20%, et Merlot, 15%, et Cabernet Sauvignon, 8%. La totalité de ces 5 variétés constitue 80% de l'encépagement rouge du vignoble languedocien et du Roussillon. Donc ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, l'évolution de l'encépagement dans ce bassin de production s'est fait principalement ces 40 dernières années par un déplacement de variétés provenant de régions plus septentrionales du nord et de l'ouest de la France, Chardonnay, Sauvignon, tout ce que vous voulez, Syrah. Alors que par le passé, c'est-à-dire au Moyen-Âge et 19e siècle, il y a eu des introductions dans notre région de variétés issues de pays plus au sud. Donc c'était des migrations vers des régions plus septentrionales, comme le Carignan, le Grenache, le Mourvèdre, l'Uni blanc ou encore le Muscat d'Alexandrie. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut avoir en tête. Donc qu'est-ce qu'on peut proposer? Quels sont les critères à prendre pour proposer des variétés mieux adaptées à l'avenir dans notre vignoble? Donc il y a tout ce qui est problème de phénologie, problème de débourrement, de date de maturité, de limitation du potentiel de concentration des sucres dans les baies, du maintien d'une bonne acidité, d'une bonne qualité. Pour l'instant, on manque d'éléments fiables de diagnostic, d'index ou d'indices qui permettent de véritablement classer les variétés par rapport à l'adaptation par rapport à l'eau, et des travaux de recherche doivent être menés. Et donc, il y a des professionnels et des responsables ici. Je pense que c'est important pour l'avenir de favoriser les recherches sur ce caractère-là pour être mieux capable de sélectionner les variétés les mieux adaptées. Donc les démarches, j'avais peu pour longtemps, Christophe, je te rassure. Désagréable. Ouais. Les démarches, c'est donc une réorientation de l'encépagement. Nous sommes en gros une région où on a des vignobles et des appellations plurivariétales, donc c'est un atout d'adaptation par rapport à des vignobles comme le Gamay, le Beaujolais ou des choses comme ça. Donc on peut réorienter l'encépagement avec des variétés mieux adaptées comme le Carignan, le Cinsault, le Morastel, le Picpoul, le Vermentino, donc des variétés qui existent déjà et qui sont bien connues, donc il peut y avoir une réorientation à ce niveau-là. On peut être aussi envisagé pour certaines entreprises de réhabiliter des variétés secondaires pour trouver des marchés de niche, se démarquer.
La région ou le bassin, pardon, je devrais dire, n'est pas extrêmement riche en variétés anciennes, mais il en existe quand même. On peut signaler le Picpoul, le Riverainc, on va parler du Bourboulinc, Saint-Anthony, le Tourbat, etc., des choses comme ça. On peut aussi, Jacques l'avait dit ce matin, avoir recours à de nouvelles variétés. Et je prends juste une seconde pour faire de la publicité pour une variété de l'INRA qui est le Cabestrel et qui donne d'excellents résultats avec des degrés plus limités, par exemple, que ceux du Marcellan. Dans les autres démarches concernant l'évolution de l'encépagement variétal, on peut aussi envisager des migrations de nouveau de variétés. Le climat, ça va faire migrer les gens, mais ça fait aussi migrer les variétés, vers des variétés prises plus au sud. Et depuis une dizaine d'années, il y a une démarche avec l'IFV, menée avec l'IFV, pour développer des variétés et les inscrire au catalogue national, les variétés d'Espagne, d'Italie et de Grèce. Avec des noms qui peuvent paraître au départ un peu compliqués, mais on s'y habitue. Deux focus rapides, puisque des fois on me demande, mais parmi toutes celles-là, lesquelles vous choisissez. Donc un petit point sur l'Assyrtiko, un cépage blanc de Grèce qui se développe originaire de l'île de Santorin, que je pourrais qualifier du chardonnay de la Méditerranée, avec des vins très élégants, très complexes et adaptés à des zones très ventées, très sèches. Et en Italie, le Montepulciano, le rouge des Abruzzes, qui est un cépage très important dans ce pays et qui peut donner des vins rouges variés, même des vins rosés, et avec une très bonne productivité et un cycle tardif. Pour terminer avec les variétés greffons, donc le dernier volet, c'est si on ne change pas de variété, donc quid de la variation clonale. Il existe déjà des clones qui sont certifiés, agréés, certifiés et qui possèdent des profils intéressants. Je n'ai pas le temps de tous les citer puisque je suis tenu par le temps, mais sur les principales variétés, sachez qu'il existe de tels clones, mais qui pour l'instant n'ont pas été demandés par la profession et n'ont été souvent que peu multipliés par les pépiniéristes. Donc ça nécessite une réorientation de la filière de multiplication à ce niveau-là pour les rendre